Je suis absolument ravie d'être là pour soutenir Rémi Béagle, mais aussi toute son équipe et notamment toutes les personnes qui se sont exprimées avant moi. Je suis toujours très impressionnée en fait quand j'arrive pour faire des meetings, des réunions publiques, du niveau d'expertise des gens qui sont engagés sur les différentes listes d'expertise de votre propre quotidien en réalité. Et donc c'est logique, mais la politique, ça demande toujours de passer un cap pour se sentir légitime. Et ces élections municipales, elles sont une occasion formidable pour que plein d'insoumis et d'insoumises se sentent légitimes. Et on voit bien, dès qu'ils s'expriment sur la santé, l'école, l'éducation, la bifurcation écologique à l'échelle locale, comment on se déplace dans notre ville, que quoi de mieux que des habitants, des habitantes qui connaissent leur ville pour proposer des nouvelles solutions. Et donc voilà, je suis vraiment très fière, très honorée d'être à vos côtés ce soir pour parler ici à Melun. Vous dire évidemment aussi merci pour les militants qui ont permis qu'on soit aussi nombreux et nombreuses ce soir. Et puis vous dire bravo pour cette belle dynamique municipale et de ne pas lâcher parce qu'il reste quelques jours. Est-ce normal? Non. C'est l'alarme. Je continue de parler ou ça vous perturbe? Vas-y. Alors je continue. Bon, je continue pour dézoomer. Je vais vous parler du contexte international. Beaucoup de gens avant moi vous ont parlé de la municipale. Or, nous sommes persuadés à la France insoumise que les peuples sont liés les uns aux autres, du local, en passant par le national, jusqu'au niveau global. Et donc, je sais qu'à Melun, comme partout dans le pays en réalité, le contexte international vous préoccupe, que vous vous sentez en solidarité aussi avec les peuples qui souffrent à travers le monde, comme je me sens en solidarité et comme depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, toutes les insoumises et tous les insoumis se sentent en solidarité, notamment avec les Palestiniens et Palestiniennes, pour qui j'ai mes premiers mots ce soir ici. Nous sommes dans un contexte et un moment extrêmement périlleux où M. Trump ravive l'impérialisme états-unien. Impérialisme états-unien qui n'est pas né avec le second mandat de M. Trump, qui, vous le savez peut-être, mais a été théorisé par une doctrine qu'on appelle la doctrine Monroe, qui date du début du siècle précédent, qui disait en gros que l'Amérique du Nord voulait contrôler, protéger tout l'hémisphère occidental et tout le continent américain. Monsieur Trump a ravivé, y compris idéologiquement, cette doctrine en publiant une stratégie de défense nationale en fin d'année dernière, fin d'année 2025, en disant qu'il allait protéger tout l'hémisphère occidental. Et quand il dit ça, pour lui, ça veut dire qu'il doit se débarrasser de dirigeants qu'il accuse de tous les maux, par exemple Nicolás Maduro, et que ça lui permet d'envahir le Venezuela et de kidnapper un président en exercice. Quand il dit ça, ça veut dire dans son esprit aussi que quand il suspecte ou quand il dit publiquement, en tout cas suspecter l'Iran d'avancer sur son projet de nucléaire, ça lui donne le droit, ça lui donnerait le droit d'envahir, de bombarder, de frapper l'Iran. Nous devons réaffirmer à chaque occasion que nous avons que le droit international est là pour être respecté et qu'aucun pays, y compris les États-Unis d'Amérique, ne sont au-dessus de ces règles collectives. Ces règles collectives nous permettent de vivre ensemble. Et c'est un moment de bascule extraordinaire, extrêmement grave, parce que les macronistes eux-mêmes, Monsieur Macron lui-même, est dans une forme de relativisme absolument insupportable sur le droit international. Quand ce sont les Palestiniens et les Palestiniennes, le droit international pourrait être bafoué. Quand ce sont les Iraniens, les Iraniennes, le droit international pourrait être bafoué. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il ne peut pas y avoir de prise de position à géométrie variable. Et nous sommes aussi écœurés du fait que la France et la voix de la France à l'international aient été aussi affaiblies par la présidence de M. Macron, par ses errements, par ses déclarations complètement faiblardes et inaudibles, et par le fait que, surtout, la France aurait des moyens pour faire pression sur la situation en cours. La France, par exemple, pourrait avoir rompu l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. C'est un accord de libre-échange entre l'Union européenne et Israël, donc un accord économique qui donne de fait des ressources à l'État d'Israël pour continuer à mener le génocide à Gaza. Donc la France pourrait et devrait avoir fait ça. La France pourrait aussi, par exemple, pour la situation actuelle,
empêcher que les États-Unis accèdent aux bases militaires françaises qui sont situées au Proche et au Moyen-Orient. Macron a fait l'inverse de ça, il les a autorisés à atterrir et à se ravitailler sur ces bases. La France pourrait menacer Monsieur Netanyahou, comme d'autres dirigeants, d'être enfin jugés comme les criminels de guerre qu'ils sont, parce qu'ils sont sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et au lieu de ça, M. Macron a laissé M. Netanyahou survoler notre territoire, l'espace aérien de notre territoire l'année dernière. Bref, il y a un renversement total aujourd'hui des règles du jeu. Et malheureusement, le jeu international, c'est un jeu qui fait des morts. Des centaines de morts, des milliers de morts à Gaza, en Cisjordanie, des centaines de morts en Iran, des centaines de morts maintenant au Liban également. Et j'ai une pensée pour nos camarades au Liban, nos alliés. C'est un pays ami de la France depuis des années et des années qui, lui aussi, s'est réveillé sous les bombes depuis quelques jours du fait de la guerre menée par Israël. Je voulais vous dire qu'on pourra faire tout autrement si nous arrivons à prendre le pouvoir avec la France insoumise. Nous pouvons mener un front du refus contre l'impérialisme de Trump. Faire en sorte qu'on fasse une diplomatie altermondialiste avec les pays qui sont d'accord avec nous pour réaffirmer les règles du droit international. Faire en sorte que la diplomatie écologique, par la sortie du pétrole, la sortie de cette dépendance au pétrole, soit un axe très clair qui puisse nous unir les uns avec les autres. J'ai eu la chance d'aller rencontrer Gustavo Petro il y a un mois de ça, en Colombie, c'est le président de la Colombie. Il développe une politique très forte en Amérique latine qui consiste à dire qu'en sortant de cette dépendance au pétrole, ils s'émanciperont de la tutelle américaine qui pèse sur eux comme elle peut peser sur d'autres parties du monde. Nous sommes d'accord pour former un front du refus avec des nations qui ont cette ambition altermondialiste, qui veulent réaffirmer l'autodétermination des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et nous le ferons. Je voulais commencer par ça, parce que nous avons dit dans plusieurs villes que nous ferons immédiatement cesser, si nous arrivons à gagner les élections municipales, les partenariats avec des villes israéliennes, tant qu'Israël sera en train de commettre ce génocide. Et qu'au contraire, nous nouerons des partenariats de solidarité internationale avec des villes palestiniennes pour réaffirmer notre solidarité. Et donc oui, à Melun comme ailleurs, nous pensons à ces peuples qui souffrent partout dans le monde. Et c'est pour ça que je voulais vraiment commencer par cette situation, la situation internationale qui, y compris, vous le savez, vous l'avez peut-être vu, va avoir des conséquences jusqu'ici. Nous vivons les uns avec les autres sur la même planète. Ça va avoir des conséquences économiques, par exemple. On le voit déjà dans certaines stations-service, le prix du carburant qui commence à augmenter. On va le voir aussi sur le prix de l'alimentation. Et on va le voir aussi peut-être sur le prix des transports publics. Parce que la fermeture du détroit d'Ormuz notamment, un détroit qui permet d'acheminer ce qu'on mange, ce qu'on consomme, le carburant qu'on met dans nos voitures, va avoir ses conséquences sur nos vies quotidiennes. Et donc, nous avons évidemment une ambition pacifiste de principe. Et nous avons aussi, à la France insoumise, une ambition pacifiste qui consiste à dire que les guerres qui sont décidées par des impérialistes agressifs comme l'est M. Trump ne doivent pas avoir de conséquences sur les peuples qui souffrent déjà d'un pouvoir d'achat qui est limité. Tout ça est lié, tout ça ne forme qu'un seul sujet. Je voulais ensuite, ce soir, vous parler quand même du contexte particulier que nous sommes en train de vivre depuis 2-3 semaines dans notre pays. Puisque vous êtes venus à un meeting de la France insoumise, vous êtes extrêmement brave et courageux visiblement, pour vous dire que je veux essayer de donner du sens aux mensonges que nous subissons, aux calomnies que nous subissons, aux insultes que nous prenons en pleine face depuis quelque temps déjà. Vous dire d'abord que il me semble que la réponse principale, c'est que ici, comme dans plein d'autres endroits, il y a un espoir qui se lève. Parce qu'en 2020, le taux d'abstention aux élections municipales a été de 60% en moyenne. Parfois encore plus, parfois un petit peu moins. Mais donc il y a un espoir qui se lève parce qu'on voit bien que malgré toutes ces calomnies, ces mensonges, ces insultes, ces intimidations, tous les sondages donnent
des points en plus pour les candidats de la France Insoumise aux élections municipales. Et donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et donc, on voit bien aussi, on perçoit bien ce qui leur fait peur finalement, c'est que l'espoir qui se lève vient menacer leurs privilèges et leurs intérêts. Je ne peux pas le dire autrement que comme ça. Quand on voit l'offensive de la caste médiatique, de médias, y compris du service public, qui reprennent des éléments de langage qui sont dignes de médias d'extrême droite comme CNews et les médias bollorisés auxquels on est plus qu'habitué. Quand on voit des responsables politiques reprendre eux aussi les mots de l'extrême droite pour qualifier la France insoumise, on se dit qu'en effet, ils doivent avoir très peur pour leurs intérêts. Et donc, la première chose à clarifier, c'est la responsabilité des uns et des autres dans la période. La responsabilité, évidemment, de l'extrême droite, qui y voit une excellente opération pour se réhabiliter. Plus personne n'est sur les côtes de Madame Marine Le Pen et de Monsieur Jordan Bardella. Tout le monde s'occupe de la France insoumise. Qu'est-ce qu'a dit Mélenchon? Mais qu'est-ce qu'a dit Mélenchon? Voilà. Donc, l'extrême droite est ravie de cette situation. Ça, c'est une évidence. Elle en profite pour se réhabiliter. La droite n'existe plus réellement. Elle est en train de se faire absorber. Il y en a certains qui résistent, mais enfin vaguement. Ils essayent d'être encore plus racistes, on ne sait pas. Bon, bref. Tout ça va finir par fusionner complètement. Mais il y a aussi la Macronie. La Macronie qui, dans la période, et depuis la mort de Quentin Derenque à Lyon, a une responsabilité immense dans le renversement que nous sommes en train d'observer politiquement dans notre pays. Quand Monsieur Lecornu dit à la présidente parlementaire de notre groupe parlementaire qu'il faut faire le ménage dans nos rangs, quand Monsieur Darmanin a appelé à faire un cordon sanitaire contre la France insoumise, quand Madame Aurore Berger, ministre de l'Égalité, a qualifié la France insoumise de parti anti-France, ce qui est une expression de Maurras, c'est-à-dire un homme d'extrême droite négationniste, quand tous ces gens appellent à faire une sorte de front républicain avec le Rassemblement national et contre la France insoumise, ils commettent une faute historique, une faute politique et une faute morale extrêmement grave. Eux, j'ai envie de dire, c'est pas comme si on avait des attentes vis-à-vis d'eux. Je trouve qu'il y a encore plus grave dans la période, c'est des gens qui ont été nos partenaires politiques, y compris jusqu'à une période extrêmement récente. Arnaud et moi sommes députés du Nouveau Front Populaire. Nous avons été élus dans une alliance électorale sur un programme avec notamment le Parti socialiste. Et quand Monsieur Faure met sur le même plan fasciste et antifasciste, quand Monsieur Glucksmann dit que la France insoumise a une responsabilité morale dans la situation du pays, je leur dis qu'ils devraient se méfier. Parce qu'en réalité, face à la dérive fasciste que connaît notre pays, si la France insoumise tombe, ils seront les suivants sur la liste. Parce que l'extrême droite ne s'arrêterait pas à nous dans sa conquête du pouvoir. Et donc, c'est le moment au contraire où nous devrions être en train de former un front antifasciste solide, qui soit prêt à résister, qui soit prêt à gagner des municipalités et ensuite à gagner en 2027, parce que ça va continuer de trembler extrêmement fort vu les intérêts qui sont coalisés contre nous. Je le dis comme je pense que c'est une responsabilité immense et très grave. Alors même que Marine Le Pen se planque, mais que dans la période, il faut réaffirmer qu'il y a 12 personnes qui sont mortes sous les coups de l'extrême droite dans les dernières années. Alors que l'extrême droite a tué 10 fois plus que l'extrême gauche dans les dernières années. Alors que 9 meurtres à caractère idéologique sur 10 ont été commis par des groupuscules d'extrême droite. Et donc que la violence, de manière générale, sera toujours du côté de l'extrême droite quand nous restons absolument non violents partisans de la révolution par les urnes, par la citoyenneté, par le vote. Plusieurs camarades avant moi ont parlé de la ville, de comment vous la conceviez, comment vous aviez envie qu'elle soit à l'avenir. Et moi, je voulais vous parler d'une des cibles préférées de l'extrême droite, c'est-à-dire les femmes.
Vous le savez, on est la semaine du 8 mars, ce sera dimanche. C'est la journée internationale pour les droits des femmes. Non, ce n'est pas la journée de la femme où on offre une rose. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est une journée combative pour nos droits, pour l'égalité réelle. L'extrême droite, quand elle arrive au pouvoir, elle s'en prend aux personnes racisées, aux personnes musulmanes, aux personnes LGBT et aux femmes. C'est toujours aux femmes qu'elle cherche à retirer ses droits en premier, et notamment le fait de disposer de notre corps. Et donc, on est à un moment où l'extrême droite menace la sûreté sanitaire, économique, reproductive aussi, évidemment, des femmes. Or, l'élection municipale est un moment où on doit penser la ville dans son aspect de reproduction de la domination masculine par rapport aux femmes. La ville est un espace patriarcal. Elle a été pensée par les hommes. C'est un lieu de pouvoir. Elle a été dirigée pendant très longtemps uniquement par des hommes. Et je suis contente d'avoir entendu des camarades avant moi parler des spécificités en matière d'accès au sport, en matière d'accès à la santé. Tu as parlé de l'endométriose notamment, toutes ces problématiques spécifiques aux femmes qui, pendant longtemps, n'ont pas été prises en compte par les politiques publiques locales, nationales non plus à vrai dire, mais locales. Et envoyer des insoumis et des insoumises au conseil municipal les 15 et 22 mars prochains, ça permettra notamment d'être offensif sur ce sujet et de faire face à cette droite qui gouverne ici, je crois que c'est depuis 80 ans, un truc comme ça. 70. Et donc, 70 ? Ouais, pas loin. Ouais, bah, c'est ressenti 300. Donc, il faut envoyer des insoumis et des insoumises au conseil municipal pour s'occuper de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que ça commence à ce niveau, en matière de transport, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès aux loisirs et à la culture. Et donc, pour ça, il faut se déplacer, il faut aller voter les 15 et 22 mars prochains. Moi, je suis députée du Val-de-Marne, ça a été dit. Dans une des villes de ma circonscription, Créteil, le maire est maire depuis 49 ans. Rien que lui, hein, lui tout seul. Vous, il y en a eu plusieurs. Mais bon, à chaque fois, si j'ai bien compris, c'était quand même très très à droite. Donc il y a peut-être quelque chose à faire pour changer les choses. Je pense aussi que si l'oligarchie et les gens qui sont en place nous craignent, c'est parce que nous avons un programme. Et c'est original pour une élection, visiblement, maintenant dans notre pays. Les gens se présentent, ils n'ont plus de programme. Et ils ne sont jamais questionnés sur ça dans les médias, puisqu'il faut plutôt demander en quoi la France insoumise fait peur cette semaine. Mais donc, nous avons un programme. Et s'il y a quelque chose qui est une colonne vertébrale de nos programmes, c'est le fait de refuser que les communes soient des laboratoires de l'austérité néolibérale. Ça veut dire que pour nous, c'en est assez que les coupes dans les services publics s'opèrent toujours dans les services publics de proximité, celles et ceux qui sont les plus indispensables pour vivre sereinement. Il y a un mouvement national, évidemment, on ne peut pas tout changer au niveau local. Il y a les budgets auxquels on s'oppose avec mon camarade Arnaud Saint-Martin. À chaque budget, nous votons contre le budget et ensuite nous essayons de censurer le gouvernement qui produit ces coupes dans les collectivités territoriales qui, évidemment, ont des conséquences. Mais il y a aussi des décisions qui peuvent se prendre au niveau local. Et j'ai vu que chez vous, vous étiez des champions, vous ne le savez peut-être pas, des champions des privatisations et des délégations de services publics, ce qui veut dire toujours exactement la même chose, c'est qu'en gros, il y a un service public, on l'a retiré des mains du public, des citoyens, des gens qui pourraient décider collectivement, et on l'a confié à une entreprise qui se fait de la marge et qui se fait du bénéfice là-dessus. Vous avez Elior pour la restauration scolaire, Indigo pour les parkings, Veolia pour l'eau, Transdev pour les bus, etc., etc., etc. La constante de ça, de cette privatisation et de ces délégations de services publics, c'est que, in fine, le service public, il est plus cher et qu'il est moins accessible. Et donc, privatiser le service public, ça revient à le détruire. Et donc, vous voyez qu'il y a des choix qui sont faits au niveau local et il y a des choix qui sont faits au niveau national. Je vous ai dit qu'avec mon camarade Arnaud, nous essayons de nous battre contre les budgets, à chaque fois. Le budget, il est passé, avec des coupes sur absolument tous les sujets. Mais oubliez pas que la vie locale, c'est pas un monde à part. C'est lié aussi à des organisations politiques qui ont des représentants à l'Assemblée nationale, qui ont, pour certains, laissé passer ce budget, parce qu'ils n'ont pas censuré le gouvernement. Et que donc, très concrètement, dans vos vies, dans nos vies,
Ça veut dire qu'ils sont responsables aussi du manque d'AESH, des 4000 postes de professeurs en moins dans les écoles, de moins de culture, de moins de sport, de moins de logement, etc., etc. Les choix budgétaires, ils ont des conséquences concrètes sur la vie quotidienne de tous les habitants de ce pays. Et donc ça, c'est une violence politique immense qui est faite aux habitants parce que les services publics, eh bien, ça permet de vivre correctement à n'importe quel endroit du pays. Ça, c'est la théorie, parce qu'en réalité, les communes, elles sont très ségrégées socialement. Ça veut dire qu'il y a des communes, des ghettos de riches, en gros, et puis il y a des quartiers populaires où il n'y a quasiment plus de services publics. Comme ici, il y a des artistes à Melun. Je ne suis pas une artiste, mais je vais en citer un auteur, qui s'appelle Édouard Louis, qui a écrit des bouquins magnifiques sur la violence des décisions politiques. Et il a écrit notamment « Chez ceux qui ont tout, je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique, parce que pour eux, la politique ne change presque rien. Je m'en suis rendu compte quand je suis allée vivre à Paris, loin de toi, les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite, mais un gouvernement ne leur cause jamais de problème de digestion, un gouvernement ne leur broie jamais le dos, un gouvernement ne les pousse jamais vers la mer. La politique ne change pas leur vie, ou si peu. » Ça aussi, c'est étrange. C'est eux qui font la politique, alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie. Pour nous, la politique, c'est vivre ou mourir. C'est ce qu'on essaye de faire sur des listes comme celle de la France Insoumise à Melun. C'est prendre des gens qui ont rencontré dans leurs existences les problématiques que tout le monde peut rencontrer en matière d'accès à la santé, de désir médical, pour payer un club de sport, ça a été dit, mettre en place un passeport, pour avoir un accompagnement dans le périscolaire, ça a été dit aussi. Toutes ces expériences-là, elles font qu'au bout du bout, on fait des propositions qui résonnent avec les préoccupations des habitants et des habitantes et qui vont permettre d'améliorer la vie quotidienne des gens. Parce que moi, je suis persuadée que l'élection municipale, c'est le premier maillon qui permettra de faire qu'on ait une vie plus douce dans ce pays. Et après, il y a la suite. La suite, il faut être en forme. Vous êtes en forme à Melun, là ? Oui. Ça va. La suite, il faut être en forme. Parce que 2026, comme vous l'entendez bien, c'est très proche de 2027. 2027, c'est les élections présidentielles. On ne peut pas tout changer à l'échelle locale. On peut changer beaucoup de choses. Mais ce qu'on est en train de faire ici, ce que tous les camarades sont en train de réfléchir, c'est une forme de préfiguration de ce qu'on pourra faire à l'échelle nationale quand on aura gagné en 2027. C'est ça le but. Le but, c'est se projeter dans un horizon désirable, dans une façon de vivre qui nous donne envie. Et on peut commencer à le faire au niveau local. Et une chose qui différencie cette liste, toutes les listes de la France Insoumise, mais ici, après 70 ans de gestion de la droite, c'est que nous leur faisons peur, et je vais terminer là-dessus, parce que nous n'avons rien à voir avec les magouilles. Parce que vous avez ici des gens, Arnaud l'a dit, qui font de la politique avec leur cœur, avec de l'amitié qu'ils éprouvent les uns pour les autres, avec du désintéressement, si ce n'est que eux, ils ont pu rencontrer des difficultés et qu'ils se sont dit, bon, je vais peut-être les mettre au service de toutes et tous. Or, il y a beaucoup de petites fiefs dans ces élections municipales que nous avons l'ambition de faire tomber. Il y a beaucoup de petites baronnies qui se passent le pouvoir d'année en année, de mandat en mandat, à coup de petits arrangements un peu clientélistes, à coup de promesses très souvent non tenues. Par exemple, je te promets un logement social, qui bien souvent d'ailleurs n'arrive pas une fois que la personne est élue. Et ce qui va changer avec les listes de la France Insoumise, et ce qui change déjà, c'est que nous faisons des campagnes sans faire de promesses. Non, vous n'aurez pas plus un logement social que les autres. Non, vous n'aurez pas accès plus à un emploi que les autres. Ce qu'on promet, c'est une méthode. C'est qu'il y aura des critères qui vont être clairs, qui vont être transparents, qui vont être les mêmes pour tout le monde, qui vont être acceptés et votés par les représentants des habitants et des habitantes. Et ça change tout, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de pot de vin, il n'y a pas de clientélisme, il n'y a pas de corruption, et c'est la fin de ces petits systèmes d'affaires locaux. Et ça, c'est énorme déjà. Parce que je vous assure que partout dans le pays, je vois des notables qui s'imaginent qu'ils vont racheter des votes à chaque élection, que le truc est déjà joué, etc. Or, Arnaud l'a dit,
Ici, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête à l'élection présidentielle de 2022. Manon Aubry est arrivé en tête des élections européennes. Et Arnaud Saint-Martin est arrivé en tête des élections législatives. Donc vous devez faire le quatrième. Vous devez faire le quatrième. Vous avez fait les présidentielles, les législatives, les européennes. Maintenant, vous faites les municipales. Ça se passe les 15 et 22 mars. Et je compte sur vous pour convaincre autour de vous les gens d'aller voter pour qu'on fasse reculer l'abstention. Parce que rien que ça, ce sera une victoire énorme. Je vous félicite pour cette très très belle dynamique des élections municipales. Convainquez, vous avez encore 7 jours devant vous, même si vous êtes crevé, vous y allez, vous prenez un voisin, vous lui expliquez le programme et vous faites voter. On a besoin d'avoir des bastions de résistance dans ce pays, des villes progressistes, des villes où il y a une gauche de rupture qui gouverne et qui fait des propositions pour changer réellement la vie des habitants de ce pays. Merci beaucoup. Bravo.